Bonsoir la MIF, re-bienvenue sur MyFoot TV. Comme d'habitude, je suis avec le grand Giza pour parler un peu de la Liga, parce qu'on sait déjà que nous on est des amateurs de Liga. Ok Giza, on a vu la signature d'Mbappé, on pensait que ça allait être la seule surprise du championnat. On voit que le Barça a recruté Dani Olmo et que du côté de l'Atlético ça bouge aussi avec Sorloth, Alvarez, le Normand, j'en passe, qui viennent de signer aussi côté Atlético. Du coup, cette Liga nous promet d'être vraiment compliquée. Pas seulement au niveau classico, mais à l'Atlético qui s'invite au débat, qui montre qu'elle elle veut plus se contenter de la place de troisième place ou quatrième place, qui veut lutter pour le titre cette année. Mais avant tout, Ziza, comment tu vas? Ça va? Très bien, frère. Super, super, comme d'habitude. Content d'être sur la chaîne. J'espère que tout va bien de ton côté. Ouais, on est là. Tu connais, comme d'habitude, hein, on attend la reprise avec impatience. Bon, Ziza, on va commencer par le Barça. Hein. Tu es un supporter du Barça. On a vu que le Barça voulait recruter Nico pendant l'Euro. On avait écho de ça dans tous les médias, que Nico au Barça c'était quasiment fait. Et que même Lamine Yamal avait essayé d'intercéder pour le Barça. Mais malheureusement, on voit que ça semble être mort. Mais par contre, on a vu que vous avez signé Daniel Olmo. Donc qu'est-ce que tu penses de ce sentiment mitigé là? Dans même temps, la joie d'accueillir Daniel Olmo qui est un excellent joueur. Et le, le transfert a voté de Nico chez vous. Comment tu le vis? Je pense que tu as utilisé un terme intéressant, mitigé. J'ai envie de dire, si je dois donner une note jusque-là, je dirais complet. Euh, Daniel Mo, pour moi, c'est un super joueur, c'est sûr. C'est un joueur dont la qualité est prouvée. Mais les transferts ne s'évaluent pas juste en termes de qualité intrinsèque du joueur, mais aussi en termes de fit dans un effectif. Daniel Mo, pour tout son talent, pour moi, arrive un peu dans un rôle où l'effectif du Barça est un peu pléthorique. Dans le système de Hansi Flick, qui, d'après les matchs de pré-saison et d'après ce qu'on pensait depuis le début, est beaucoup plus un 4-2-3-1. Le rôle de Daniel Mo, pour moi, est très similaire à celui qu'on a vu avoir à l'Euro. Donc, un numéro 10, presque un 9,5 derrière un vrai numéro 9, l'attaquant. Un faux neuf. C'est le rôle où il est Un pas peu. tellement un faux 9. Un faux 9, c'est plus dans un 4-3-3. Là, on parle plus d'un 4-2-3-1. Donc, c'est un rôle un peu différent. Ok. Je pense que Daniel Mo, dans ce rôle-là, est toujours très, très intéressant parce que c'est un joueur qui a une palette technique, mais qui a une capacité aussi à finir les actions, qui a un très bon toucher de balle, une très bonne frappe de balle, et qui sait jouer dans les petits espaces. Donc c'est un joueur qui, quand il est rapproché de l'attaquant et quand il se trouve dans des positions de frapper au but, est toujours très intéressant. Je pense que si on regarde l'éventuel système qu'un Flick veut mettre en place, sans considérer les joueurs qui sont déjà présents, je dirais que avoir un Daniel Mo, c'est s'assurer d'avoir un joueur qui est très à l'aise dans ce rôle de jouer derrière l'attaquant et d'avoir une contribution devant les buts. Mais la réalité, c'est que quand tu regardes l'effectif du Barça, il faut aussi tenir compte du fait que tu as déjà probablement le titulaire du poste, si tous les joueurs sont disponibles, qui serait Pedri. Tu as aussi Fermin Lopez qui sort d'une saison monstrueuse, qui encore est en train de tout éclater aux Jeux Olympiques. Ouais. Tu as même Gundogan, pour moi, qui a été recruté dans l'optique de jouer dans ce rôle-là lui aussi, mais qui l'an dernier, à cause de l'absence de vrais meneurs de jeu et la volonté de compenser le départ de Busquets, qui a commencé à jouer un peu plus bas l'an dernier. Sinon, Gundogan avait été recruté pour jouer dans ce rôle-là lui aussi. Donc pour moi, ça crée une question sur les forces en présence. Daniel Mo est un très bon joueur. La question, c'est est-ce que c'est le joueur dont le Barça a besoin? Pour moi, ça ressemble plus à une signature qui a été faite pour ne pas ressortir les mains vides dans l'histoire Nico Williams, comme tu as dit. Pour moi, ça montre un peu plus un problème de planification. Si Nico Williams était le joueur recherché, pour moi, le profil de Nico Williams d'un ailier pur est très différent de celui de Daniel Mo. Ce sont deux joueurs à ne pas comparer. Donc, moi, je dirais, si je dois évaluer Daniel Mo, je dirais que c'est incomplet. Incomplet parce que, pour moi, la question demeure, est-ce que le Barça va réussir à trouver un vrai ailier gauche pur? Parce que c'est vraiment le profil qui manque à l'effectif.
Si, même en dehors de Nico Williams, ils ont d'autres cibles qui peuvent jouer ce rôle-là, dans ce cas-là, la façon de considérer le transfert de Dani Olmo changerait pour moi. Mais si l'idée, c'est d'avoir Dani Olmo qui joue en ailier hybride en partant de la gauche, je trouve que, surtout pour une équipe comme le Barça qui compte actuellement chaque dollar déboursé, je pense que c'est vraiment mal placé d'investir cette somme-là sur un joueur qui, dans son meilleur jour, joue une position qui est déjà occupée par d'autres éléments majeurs au Barça. Donc, j'attends de voir. C'est un joueur que j'adore personnellement, mais pour moi, il a beaucoup des mêmes capacités et des mêmes défauts d'ailleurs que les joueurs qui sont déjà en présence. On se plaint souvent de Pedri qui se blesse. Dani Olmo se blesse peut-être encore plus que Pedri. Pour moi, ça reste à déterminer. Je pense qu'ils ont surtout été portés par leur volonté de faire un coup politique. Dani Olmo qui vient de réaliser un grand euro, le Real vient de recruter Mbappé, l'Atlético est en train de faire un gros mercato. Je pense qu'ils se sont dit, il faut que nous aussi, on ait notre joyau. Si ce n'est pas Nico Williams, ce sera un autre nom qu'on peut utiliser pour porter notre projet. Ah ouais, tu penses que c'est que ça? Tu penses que c'est que ça? Parce qu'à la base, le Barça voulait prendre Nico et Olmo en même temps, c'était un package. Au début, le but c'était de recruter les deux. Je ne pense pas que ce soit pour compenser la. Voilà pourquoi je dis que pour moi, ça reste à déterminer. Je ne veux pas donner une note finale et dire que ça a été forcément leur volonté, mais voyons voir s'ils réussissent justement à recruter un ailier qui est plus aligné avec les besoins réels de l'équipe. Les besoins de l'équipe, c'était surtout un milieu défensif, mais je pense que peut-être que avec le déroulement de la pré-saison et les jeunes joueurs qu'ils ont découverts, ils sont un peu moins pressés dans ce côté-là, ça je peux le comprendre. Mais l'ailier gauche, pour moi, c'est un besoin qui est clair dans l'effectif. Il n'y a vraiment personne qui a les capacités, qui n'a peut-être pas le potentiel ou le talent de Nico Williams, mais qui a même le profil pour jouer dans ce rôle. Donc, attendons de voir. Comme j'ai dit, moi, je pense que on aura la chance d'en reparler quand le mercato sera fermé. Et à ce moment-là, dépendamment d'un autre joueur qu'ils auraient enrôlé à ce moment-là, je serais capable de dire ma note finale. Sinon, pour le moment, je trouve que c'est incomplet. Et ce n'est pas du fait de Olmo, comme je dis, qui est un très bon joueur, mais de la planification sportive du Barça, pour moi, qui est mal placée si les revenus sont limités, mais qui sont investis pour moi dans Dani Olmo, qui est plus un joueur, qui est plus un luxe à avoir actuellement qu'une nécessité, à cause des joueurs qui sont déjà dans l'effectif. Mais on verra. Ouais, c'est pas faux. Il y a même des gens sur Twitter, des supporters du Barça, qui disaient que Xavi, lorsqu'il faisait jouer Ferran Torres, malgré que les supporters n'étaient pas contents, il justifiait sa titularisation ou les matchs joués par sa polyvalence. Et là, on voit que c'est un peu un profil similaire à Olmo, qui est un peu polyvalent, qui peut jouer un peu à droite, en faux neuf, en numéro 10 à gauche. Donc, est-ce que tu penses que le Barça doit se séparer de Ferran actuellement? Parce que c'est ça qui le retenait. Xavi le défendait en utilisant sa polyvalence comme argument. Maintenant, vous avez recruté un gars comme Dani Olmo, qui est capable d'évoluer dans les mêmes circonstances que lui, qui a presque le même profil que lui. Est-ce que c'est pas le moment pour le Barça d'essayer de gratter un peu d'argent sur Ferran Torres, ou tu penses qu'il serait important au cours de la saison? Je pense déjà que c'est un très bon point. Ferran Torres, même avant l'arrivée de Dani Olmo, était pour moi sur la liste des joueurs dont il fallait se débarrasser. Parce que pour moi, non seulement son transfert, le prix de son transfert, mais sa contribution sur le terrain n'était pas à la hauteur de ce qu'il joue pour le club. Donc oui, pour moi, j'étais déjà plus pour un transfert de Ferran Torres et donner plus de responsabilités à un garçon comme Fermin Lopez. Oui, donc je disais, on parlait du rôle de Ferran Torres. Je disais que d'après les informations qu'on a pour le moment, Hansi Flick est plutôt partant pour garder Ansu Fati dans l'effectif parce qu'il aime le fait que c'est un joueur qui a cette capacité-là à finir les actions. Donc, si tu as Ansu Fati, Dani Olmo, Lamine Yamal, Rafinha, Lewandowski, et d'après la pré-saison que je viens de voir, il y a de grandes chances que l'autre joueur qui a beaucoup de minutes sur le front de l'attaque, ce soit Pau Victor. Je pense que clairement, il y a un joueur dans ce système offensif-là qui n'est pas à sa place. Parce que pour moi, comme tu l'as dit, la polyvalence qui était l'attrait principal de Ferran est un peu remise en doute par un joueur comme Olmo qui est tout aussi polyvalent mais beaucoup plus talentueux.
Donc, pour moi, ils ont acheté un Ferran Torres Pro Max, si tu veux. Donc, ils peuvent se débarrasser de l'ancienne version, si on veut le dire ainsi. Ouais. Donc, c'est dommage pour lui. Je pense que il brille surtout par sa compréhension du jeu de position espagnol, mais il n'a pas le talent pour moi d'un Daniel Mo. Et c'est là que ça se démarque. Daniel Mo est un joueur pour moi qui est rarement très constant, mais qui se démarque dans les grands matchs, qui a une capacité dans les petits espaces et qui a le flair du but. Donc, s'il faut choisir entre les deux, le choix est tout fait. Je pensais déjà qu'il fallait se débarrasser de Ferran Torres avant que Daniel Mo en arrive. Donc maintenant, c'est sûr que ça devient une nécessité pour moi. Maintenant, est-ce que je pense que ça se fera? Pas nécessairement, parce que c'est le Barça et les choses se passent rarement comme on les prévoit. Je ne serais pas surpris que Ferran Torres finisse par rester et que quelqu'un d'autre soit poussé vers la sortie. Mais oui, j'aurais préféré que ce soit lui qui soit vendu vu les forces en présence. Ok, merci Cisa. Ça, c'était pour le Barça. Comme annoncé, on allait parler de l'Atlético aussi. On voit qu'il y a Sorloth qui débarque à l'Atlético pendant qu'ils vendent Morata à l'AC Milan. Il y a le Normand qui a fait une excellente compétition, un excellent euro, qui vient renforcer la défense de l'Atlético. Parce qu'on sait qu'il se débrouille avec Witzel, qui n'est pas un vrai défenseur central de formation, qui joue un milieu défensif en Belgique et à Dortmund, que El Cholo a essayé de façonner, a essayé de transformer en défenseur central. Mais là, il recrute un défenseur bien solide, qui est le Normand, aussi à l'aise, balle au pied. Et en plus de ça, il y a le cas de Joao Félix qui n'est pas encore réglé. Donc pour l'instant, on considère que c'est un joueur de l'Atlético. Donc qu'est-ce que tu penses de tout ça, Ziza? Parce que moi, personnellement, je pense que l'Atlético revient avec de nouvelles intentions. Il ne veut plus jouer le jeu de contre-attaque, il ne veut plus poser le bus. Il y a un Cholo Simeone qui veut essayer de montrer qu'il est capable de faire le jeu aussi et capable de titiller les meilleures équipes du monde, qui sont le Barça et le Real. Et toi, qu'est-ce que tu penses de tous ces mouvements-là à côté Atlético? Ben déjà, je suis très content pour la Liga en général, parce que nous sommes tous amateurs de Liga. Je pense qu'il y a 2 ou 3 années, on était tous plus ou moins déçus de voir la direction dans laquelle le football espagnol allait, les meilleurs talents qui étaient tous expatriés en première ligue, y compris les Les coachs. coachs, Je ouais. pense que depuis 2 années maintenant, avec l'arrivée, il y a des grands noms qui sont arrivés en Liga. Je pense à Bellingham, je pense à Mbappé, je pense aux jeunes joueurs prometteurs comme les Arda Güler au Real, comme Yamal au Barça. Ouais. Et je suis très content de voir ce qui se passe aussi à l'Atlético cette année. Je ne pensais pas qu'ils auraient une telle manne financière, mais je pense que l'investissement est compréhensible quand tu regardes l'évolution de leurs concurrents, entre guillemets. C'était nécessaire pour l'Atlético de revoir ses ambitions s'ils veulent vraiment pouvoir compétir. Pour moi, l'Atlético avait un peu une crise d'identité l'an dernier, comme tu as dit. Au début de saison, on s'est dit, est-ce que l'Atlético va pouvoir conserver ce style flamboyant? C'était une équipe qui marquait énormément de buts, contrairement à tout ce qu'on avait vu les années précédentes. Ouais. Mais pour moi, avec le temps, avec surtout les pépins physiques de Griezmann, le rendement offensif de l'équipe a baissé parce que tout reposait vraiment sur sa capacité, lui, à être Performant. hyper polyvalent. Mhm. Et je pense que avec le temps, avec la charge que ça demandait, il s'est naturellement un peu, son niveau a baissé. Donc, Griezmann, pour moi, doit être le plus content des recrutements qu'on a vus cette année. Je pense que l'Atlético, dans le temps, c'était surtout une équipe qui avait cet équilibre, cette solidité défensive. Ils avaient des joueurs qui pouvaient jouer tous les duels dans les airs. Ils avaient aussi des milieux qui pouvaient courir tout le match. C'est l'une des rares équipes que je voyais, surtout contre le Barça, qui était capable de jouer même à l'ère du tiki-taka 90 minutes contre le Barça et courir pendant 90 minutes. Utiliser des attaquants qui ont la capacité de jouer dans le dos de la défense et de jouer les coups de pied arrêtés. C'était ça la formule de l'Atlético. Depuis quelques années, pour moi, Morata, c'était une pâle copie de ce que les meilleurs attaquants qu'on avait à l'Atlético ont été. Griezmann faisait de son mieux, mais était plutôt esselé sur le fond de l'attaque. Je trouve que
celui qui apportait le plus offensivement avec Griezmann, c'était Samuel Lino. Et à gauche, Samuel Lino, qui font plutôt bien leur travail pour moi. Mais le gros changement sera les deux milieux qui travaillent dans le cœur du jeu. Et avec Rodrigo De Paul et Gallagher, pour moi, tu as deux joueurs qui peuvent faire les efforts tout le match et qui peuvent apporter la grinta que Cholo Simeone apprécie. Devant eux, un joueur comme Griezmann, qui lui aussi a toujours brillé par sa capacité à se multiplier sur le terrain. Mais pour moi, Griezmann différent si maintenant il sait que devant lui, il a un joueur capable non De seulement convertir les actions. de travailler, de convertir, mais aussi de travailler. Parce que Ouais, pour moi, Alvarez. la plus-value de Julian Alvarez, c'est que lui aussi, c'est un joueur qui a un grinta incroyable. Sans lui, pour moi, l'Argentine à la Coupe du Monde ne fonctionne pas. Ouais. Parce que tu as Messi qui ne fait pas les efforts, donc lui, il couvre pour deux joueurs. Donc un joueur avec sa qualité technique, mais qui peut aussi travailler et courir comme Cholo Simeone le demande, pour moi, c'est un profil, c'est parmi les profils les plus intéressants que l'Atlético pouvait choisir. Donc, tu as Alvarez et à côté, tu as le Sorloth. meilleur buteur de la Liga l'an dernier, Sorloth, qui est lui aussi un joueur qui est capable de s'infiltrer dans le dos de la défense, jouer les duels aériens et qui connaît très bien la Liga. Donc, pour moi, le casting de l'Atlético, il est vraiment impressionnant. Je Ouais. pense que c'est un mercato, c'est le meilleur mercato en Liga et de loin. Ouais. Et je pense que si toutes ces pièces-là s'assemblent comme Simeone l'espère, on est parti pour avoir une équipe qui sera très difficile à battre l'an prochain parce que l'Atlético, à ses meilleurs jours, ça a toujours été une équipe qui trouve le bon moyen de marquer au moins un but, mais qui est très difficile pour concéder derrière. Je pense que dans l'équipe actuelle, ils ont beaucoup plus la capacité de te marquer deux ou trois buts et avec la solidité, la capacité à répéter les efforts derrière. Donc, ça va être très intéressant de voir, mais je suis, cette année plus que jamais, je suis très excité à l'idée de voir ce que l'Atlético et Simeone vont nous proposer. Est-ce que ce sera quelque chose de plus classique, comme Simeone nous a habitués à nous proposer les années précédentes, ou est-ce qu'il va continuer à faire évoluer son football et à vouloir avoir un peu plus de football offensif, comme on l'a vu la première partie de la saison dernière?